Vous savez, des fois je me pose des questions. J'entends souvent dire que le public cinéphile affirmerait que certains films, certains classiques du cinéma, devraient être forcément appréciés, qu'on serait obligé de les aimer. Mais en vrai, qui dit ça? J'ai peut-être eu de la chance dans mon entourage, peut-être que je n'ai jamais croisé de gens comme ça malgré leur existence, même pendant mes études de cinéma à la fac, et peut-être que si ça se trouve, je faisais partie de la seule promo où personne ne pensait ça d'aucun film. J'ai donc longuement enquêté sur le sujet, et visiblement je suis pas le seul à n'avoir jamais rencontré de personne comme ça. Bonjour Monsieur Masaya, vous êtes cofondateur de la chaîne YouTube Les Tomatropes, expert en cinéma japonais de 92 à 93, et de surcroît dans tout ce qui est art cinématographique. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un comme ça? Non. Mais si ces gens existent, ne serait-ce pas juste parce que les cons, ça existe? Tout simplement? Parce que je pense que même si t'es face à un étudiant en cinéma, à un prof de cinéma, un simple spectateur, un critique ou bien carrément quelqu'un qui fait des films, faut quand même avoir une sacrée grande gueule pour prétendre dire ce Smoking stuff like that, huh? And when an alien crashed with these UFOs in this fucking place. Oh God. So surprised. But we got to tell. Dad, we met someone with the aliens. War, coming back on the fence, digging like that. The maniacs back on this motherfucking sound. Yeah. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de pourquoi certains films sont importants, de pourquoi, quand on commence à s'intéresser à l'histoire d'un art, il faut en connaître ses classiques et les œuvres qui ont eu un impact assez important pour qu'on en parle encore aujourd'hui dans les promos de fac de cinéma, et de pourquoi, même parmi ces films, on y trouve de bonnes grosses bouses. Et pour ce faire, je vais commencer par vous parler de Sharknado. Ah, tu veux pas nous parler de Godard à la limite? Après quelques incursions au XXe siècle, notamment avec le Carnosaure de Adam Simon, sorti en 1993, apparaît un nouveau mouvement cinématographique, plus ou moins hérité des nanars, le mockbuster. Composé de mock, se moquer en anglais, et de buster, pour blockbuster, le mockbuster est donc un film qui a comme unique vocation de se moquer ou de parodier, par le biais du plagiat parfois éhonté, des grosses productions hollywoodiennes du moment. Le but étant à chaque fois de sortir le film le plus rapidement possible, après ou même avant la sortie du blockbuster, en copiant au mieux les visuels pour surfer sur le succès promotionnel de l'original, et ainsi vendre des copies à ceux qui ne feraient pas bien attention à ce qu'ils achètent de leur magasin favori. Ainsi, le studio spécialisé Mockbuster qui aura eu le plus de succès sera le studio The Asylum, qui nous produira des chefs-d'œuvre du 7e art, comme Transmorphers pour copier Transformers, 2012 Supernova pour 2012, Atlantic Rim pour Pacific Rim, Road Wars pour Fury Road, et j'en passe. Même si le studio n'arrêtera jamais vraiment de produire ce genre de plagiat volontairement nanardesque, c'est avec des productions plus originales qu'il se fera connaître du grand public, avec, au-dessus de toute chose, leur truc pour les requins. Asylum aime les requins. Beaucoup trop. Et nous produira entre autres Mega Shark vs Giant Octopus, Mega Shark vs Crocosaurus, Mega Shark vs Mecha Shark, Two-Headed Shark Attack, Five-Headed Shark Attack, Six-Headed Shark Attack, Ice Shark, Planet of the Shark, Empire of the Shark, et la franchise la plus connue de toutes, Sharknado. Ces fameux films mettant en scène des tornades géantes, desquelles sortent des requins qui finissent par attaquer de pauvres figurants. Celui-là notamment, qui s'est certainement demandé en voyant le film s'il aurait vraiment dû refuser la proposition de pub pour dentifrice. Sharknado donc, dont le 6e film est sorti en 2018. 6 films en 6 ans. Et où même les contributeurs de Wikipédia semblent espérer intérieurement que c'en est terminé, parce que putain, l'os a quand même été sacrément sucé, qu'on se le dise. Putain, j'adore tout particulièrement la symbolique phallique de la tête du requin qui sort du vagin maternel qu'est la tornade. Si on réfléchit un peu, c'est un film oedipien où l'être humain représente l'enfant se faisant castrer par la figure du père, le prédateur rival si on peut dire, lorsqu'il éprouve l'envie de ce rapport incestueux vis-à-vis de sa mère, mais qu'il refoule inconsciemment. Putain, c'est beau. Pourquoi je vous parle de ça là?
Parce qu'aussi nuls que soient ces films, force est de constater qu'ils ont eu leur importance. Même sans trop de recul, à l'heure où les choses s'enchaînent à une vitesse folle sur internet, Wow, look at all the choices! les bandes annonces de chacun des films Sharknado sont partagées en masse, deviennent virales, au point où verra voir le jour une soirée nanar au Max Linder spécialement consacrée au phénomène Sharknado, seulement l'année suivant la sortie du premier film. Pourtant, on est tous d'accord pour dire que c'est bien de la merde. Même les fans absolus des nanars vous diront qu'il y a des limites à pas dépasser, que les productions Asylum sont juste là pour brasser du pognon, avec des trucs faussement mauvais. À comprendre, volontairement mauvais. C'est ça la différence. Mais voilà, le fait est que ces films ont gagné un certain statut de film culte, et il n'est pas impossible, et j'irais même jusqu'à dire assez probable, que dans quelques dizaines d'années, en se repenchant sur cette période du cinéma, on ressorte ces productions Asylum en se disant... Autokratie, was ist das? Na kommt schon, ihr habt euch das Thema ausgesucht. Irgendwas müsst ihr euch doch davon versprochen haben. Ja, kein Stress hoffentlich. Jens, was versteht man unter autokratischen Staatsformen? Sowas wie Monarchie vielleicht? Nicht unbedingt. Il est tout à fait probable qu'ils soient retenus comme partie intégrante de l'histoire du cinéma, non pas parce qu'ils ont été bons, mais parce qu'ils ont été importants et marquants, jusqu'à un certain point. Et là, on va toucher à la notion de qu'est-ce que c'est un classique au cinéma. Faisons un petit point de définition. Dans le dictionnaire du CNRTL, le Centre national de ressources textuelles et lexicales, il y a deux définitions du mot classique qui vont m'intéresser. La première étant le classique comme outil pédagogique, qui sert dans les écoles de base d'études à l'enseignement. On n'en parlera pas plus que ça ici, mais cette notion est assez importante, car effectivement, quand on apprend un art, quel qu'il soit, il faut bien commencer par se baser sur des modèles, recopier des techniques et retenir des règles esthétiques qui ont fait leurs preuves. Et ces modèles, il faut bien les choisir d'une manière ou d'une autre. Mais je me concentrerai plus sur la deuxième définition, qui me semble plus générale. Œuvre reconnue comme un modèle du genre. Ici, le mot modèle n'a pas le même sens. On parle ici de modèle en tant qu'objet représentatif d'un ensemble. C'est bien de ça dont on parle quand on dit classique du cinéma, et c'est valable pour tout type d'art d'ailleurs. Attention cependant, car un classique n'est pas forcément une œuvre culte, et une œuvre culte n'est pas forcément un classique. En effet, alors que le terme culte s'appliquera essentiellement à la manière dont une œuvre est reçue par un certain public, dans un futur plus ou moins proche suivant sa sortie, Vous êtes Odile Doré? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. on ne parle ici que du degré populaire de l'œuvre, dans la manière qu'elle a d'être reprise et citée par les consommateurs de l'art. Alors qu'un classique induit par définition le fait de replacer l'œuvre par rapport à d'autres œuvres. Pour en revenir à Sharknado, il est clair qu'aujourd'hui, pour une certaine partie de la population, il s'agit d'une œuvre culte. Classique ? Pas encore, peut-être jamais, peut-être dans 50 ans. Pour aller encore plus loin, j'ajouterais qu'un film culte n'est pas forcément un bon film non plus. Bienvenue chez les Ch'tis par exemple. Je pense que je me ferai pas trop d'ennemis en disant qu'il n'est pas spécialement bon. C'est une comédie qui peut être marrante par moments, mais qui ne prend pas spécialement de risques dans sa réalisation, ni dans son écriture, et qui ne véhicule pas de messages particulièrement dignes d'intérêt. Mais on ne peut pas nier qu'il est culte pour une certaine frange de la population française. Le film est repassé régulièrement à la télé, on appréciera ou pas entendre certaines répliques reprises pour la énième fois pendant les repas de famille. C'est le Nord. Et même pour ceux qui veulent chier sur Danny Boone ou Can Merad, il est culte car c'est un exemple de médiocrité connue et facile à citer. Est-ce qu'il peut prétendre devenir un classique ? Eh ben peut-être même que oui. Ça a été un énorme succès au box-office français et ça a relancé pas mal l'industrie de tout ce qui est comédie populaire. On peut sans trop prendre de risques supposer qu'on catégorisera tous ces films dans un mouvement nouveau, la comédie populaire française du début du XXIe siècle, et que des gens s'aventureront à faire de la recherche concernant ces films, à en sortir les plus parlants, les classiques qui auront eu leur impact sur cette période. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont bons ? Non. Est-ce que ça nous empêchera de voir une rétrospective d'Annie Boone à la Cinémathèque française en 2080 ? Rien n'est moins sûr. Certaines personnes, à mon grand désespoir, veulent associer la culture classique à une certaine forme d'élitisme, dans laquelle on rangerait les bonnes œuvres en opposition à la culture populaire, où l'on y mettrait les œuvres ayant simplement eu du succès auprès de la population normale, non bourgeoise, pas cultivée. Est-ce qu'on peut prendre 2 secondes pour se rendre compte d'à quel point cette manière de penser est complètement conne ? Voilà. Charles-Augustin Sainte-Beuve, critique littéraire au XIXe siècle, écrivait en 1850 dans Qu'est-ce qu'un classique ? Qu'un vrai classique, c'est un auteur qui a enrichi l'esprit humain, qui en a réellement augmenté le trésor, qui lui a fait faire un pas de plus, qui a rendu sa pensée, son observation ou son invention sous une forme n'importe laquelle, mais large et grande, fine et sensée,
Saine et belle en soi, qui a parlé à tous dans un style à lui et qui se trouve aussi celui de tout le monde, dans un style nouveau, sans néologisme, nouveau et antique, aisément contemporain de tous les âges. Et là, je suis un peu emmerdé par cette citation, car elle touche une autre définition du terme classique. Pas fausse, mais qui me semble un peu hors sujet. Un classique serait aussi une œuvre qui apporte quelque chose de nouveau, qui fait avancer son art dans une nouvelle direction. On aborde quelque chose de complexe, car même si je suis assez d'accord avec cette vision, il y subsiste cette idée que l'œuvre reconnue comme classique, de par son innovation, serait par essence de qualité. Or, la qualité d'une œuvre, même avec tout le recul du monde, reste une affaire de goût. Il n'existe pas de système standardisé de notation d'une œuvre. On peut pas, en lisant un livre ou en regardant un film, cocher des petites cases sur un barème pour dire que tel truc est génial ou tel machin est nul. Même le film le plus innovant du monde et le plus marquant de son époque et de son genre peut être une bouse sur bien d'autres aspects. Ainsi faut-il insister sur la grosse différence qu'il y a entre classique et chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, par définition, c'est au mieux une œuvre parfaite de son domaine, sinon au minimum la meilleure œuvre produite par un artiste donné. Mais cette définition ne nous dit rien sur la manière dont l'œuvre s'inscrit dans le contexte de son époque. Et même la notion de chef-d'œuvre est finalement totalement subjective. Personnellement, je considère Alien de Ridley Scott comme un chef-d'œuvre, mais d'autres ne seront certainement pas d'accord avec moi, à commencer par Ridley Scott lui-même. Toute production artistique raconte quelque chose sur son époque, et bien évidemment, le cinéma ne fait pas exception, et même les trucs nuls ne font pas exception. Quand j'avais 14-15 ans, avec ma sœur et mes cousins, on faisait des tonnes de courts-métrages les après-midi qu'on passait ensemble. Ils étaient concrètement nuls, c'était mal joué, mal filmé, la plupart du temps, rien n'était préparé. Mais rien que par nos vêtements, les décors, le vieux caméscope DV qu'on utilisait, les musiques qu'on rajoutait au montage, on apportait une sorte de témoignage. Tout ça racontait quelque chose de cette époque. Oh putain, c'était bien de la merde. Personne n'a compris ta vidéo sur le Seigneur des Anneaux. Oh Elliot, tes mots ne sauraient plus me meurtrir. Depuis ce jour, pas une seconde ne se passe sans que je ne sois rattrapé par le vertige du doute. Ce doute si froid qu'il emplit votre cœur et mord votre âme. Depuis cette vidéo, ma vie ne s'écoule plus. Mes jours s'accumulent comme dans un conduit bouché. Et me voilà désormais gavé par ma vaine existence. Gavé par ces regards qui se croisent et rient de moi à chaque instant. Ainsi, si plusieurs films font leur apparition sans aucune prétention, sans chercher à être des révolutions cinématographiques, rien n'interdit à ces derniers d'influencer d'autres artistes, d'autres auteurs, qui à leur tour se mettront à produire des trucs du même genre, pour possiblement donner au final naissance à ce qu'on qualifiera a posteriori de mouvement cinématographique, mouvement reflet de la société dans laquelle il se sera développé. Inversement, et oui c'est triste à dire, c'est pas parce qu'un film est bon qu'il aura forcément un impact particulier. Je vous redirige vers mon ancienne vidéo sur The Night of the Hunter pour vous en convaincre, car si ce film a été redécouvert par la force des choses des années plus tard, combien tout aussi bons, voire encore meilleurs, sont restés jusqu'à ce jour dans l'oubli le plus total. Encore plus aujourd'hui, où la production cinématographique est plus que jamais orientée en fonction de ce qui est rentable. Dans le domaine du cinéma d'horreur, par exemple, les bons films d'horreur qui sortent chaque année et qui finissent par être distribués dans les grandes salles se comptent sur les doigts d'une main. Le reste n'étant que cinéma popcorn, PG-13, foncièrement nul à chier, mais suffisamment développé aujourd'hui pour qu'on le catégorise, et pourquoi pas pour qu'on finisse par en parler dans 30 ou 40 ans comme étant le cinéma d'horreur prédominant du début de notre siècle. C'est triste, mais c'est comme ça que ça fonctionne, et très certainement que quand on en parlera dans les promos de fac de ciné, on arrivera tout de même à en ressortir des films pas trop mal, ou au moins ayant eu le mérite d'avoir posé certaines bases. Pour l'anecdote perso, à la fac, j'ai eu un cours sur le cinéma porno des années 80 et 90. À partir de là, je vois pas pourquoi ne pas théoriser d'autres genres et ne pas faire des cours magistraux sur Insidious ou The Conjuring. Caro? Ich glaube, Autokratie ist, wenn ein Einzelner oder eine Gruppe über die Masse herrscht. Genau. Autokratie leitet sich aus dem Griechischen ab und bedeutet Selbstherrschaft. Also Auto von selbst und Kratia von Herrschen, Macht. In einer Autokratie... Dans tous les cas, personne se respectant un minimum ne vous jugera parce que vous n'aimez pas le classique du genre abordé. Tout dépend grandement de ce qui vous parle à vous. C'est pas parce qu'on dit qu'il faut le voir, qu'il faut le voir. Faut pas stresser, chacun ses goûts. Si ça ne vous touche pas la peine de vous forcer. Ça veut pas non plus dire qu'il ne faut pas faire preuve de curiosité dans la vie, mais c'est comme pour tout. Au bout d'un moment, on sait ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas.
Par contre, à partir du moment où l'on veut parler sérieusement d'une période de l'histoire du cinéma, à partir du moment où l'on a suffisamment de recul pour le faire, on pourra commencer à se mettre d'accord sur les œuvres et les cinéastes qui auront eu le plus grand impact, celles qui pourront être qualifiées d'œuvres majeures de l'époque citée et qu'il faudrait avoir vues. Laissez-moi vous parler du néoréalisme italien, car s'il y a bien un mouvement cinématographique que je peux pas blairer, c'est celui-ci. Cinéma d'après-guerre, italien donc, qui s'est développé au lendemain de l'armistice et qui a prospéré durant les quelques 10 années qui ont suivi. Pour vous la faire courte, on est à une époque de deuil et de reconstruction. C'est la grosse misère un peu partout en Europe, pas mal de villes sont en ruine, les gens ne savent plus où vivre, beaucoup sont à la rue. À cette époque, le cinéma, c'est pas la plus grande priorité niveau investissement. Et pourtant, les cinéastes qui par la suite deviendront hyper importants décident de sortir, caméra au point, avec les 3 bobines et demie de pellicule qu'il leur reste et de faire des films. Ils n'ont pas de décor, pas d'acteurs, pas de budget, et décident de raconter ce qu'ils ont sous les yeux. La misère présente en Italie. C'est un cinéma que j'aime pas pour des raisons qui sont les miennes. Je trouve que c'est trop larmoyant. On y met toujours en scène des personnages qui subissent les pires choses possibles, sans que jamais ils ne décident réellement de se battre pour sortir la tête de l'eau. Et quand ils le font malgré tout, la vie se débrouille toujours pour leur refoutre une grande tarte dans la gueule. C'est vraiment un cinéma que je trouve pitoyable, au sens où ce qui est montré est fait pour qu'on s'apitoie dessus. Et ça, moi, ça me fait chier. Mais à aucun moment je ne me permettrai de dire que ces films n'ont pas eu leur impact, déjà à leur propre époque, et puis par la suite en influençant une chier de cinéastes, avec comme exemple ultime Martin Scorsese, qui revendiquera avoir été élevé en matant les films des avant-gardes européennes, dont le néoréalisme fait partie. Et moi perso, j'aime ce que fait Scorsese, et j'imagine même pas ce qu'auraient donné ces films sans ses influences, ni même est-ce qu'il aurait fait du cinéma déjà. Tout ça pour dire que c'est au minimum intéressant de voir quelques films représentatifs d'un mouvement particulier, ne serait-ce que pour se faire un avis, sinon important d'en voir un maximum si on veut étudier et parler de cette période. Après, t'aimes pas, osef en vrai, personne ne va te juger. Sauf un gros con. Là où je pense faire l'unanimité, même parmi les cinéphiles les plus aguerris, c'est en parlant de La naissance d'une nation. Tout le monde est ok pour dire que ce film est long, chiant, abject, raciste, sexiste, avec des noirs qui bouffent du poulet quand c'est pas carrément des blackface en gros plan et le Ku Klux Klan glorifié. Mais malgré tout, c'est et ça restera un film d'une importance majeure pour son époque. Griffith est l'un des premiers à se tenter au montage alterné, à une époque où le cinéma n'est même pas considéré comme de l'art et où il faudra encore attendre quelques années pour que le 7e art, comme il sera qualifié plus tard, commence à être théorisé par les avant-gardistes soviétiques. Oui, c'est un film de merde, mais un film de merde important qu'il faudrait avoir vu pour commencer à comprendre comment le cinéma a évolué à l'époque. Dans le même genre, Le chanteur de jazz est l'un des films des années 20 les plus importants, car étant le premier film parlant. En tout cas, celui qu'on a retenu par convention, il y avait vite fait du parlant et du sonore avant quand même. Cela dit, dans Le chanteur de jazz, en vrai, il y a que quelques phrases prononcées sur toute la durée du film. On s'emmerde pas mal devant, et il y a une putain de blackface. Mais encore une fois, l'impact que le film a eu n'est pas une question d'opinion et de goût. On peut pas juste dire qu'on s'en fout parce que c'était un film nul. Il faut à un moment donné l'intégrer dans ce qu'on choisit de reconstruire de l'histoire du cinéma. Je finirai avec un dernier exemple, celui de Massacre à la tronçonneuse et plus généralement des films d'exploitation des années 70 et 80. Ces films sont régulièrement dépoussiérés et restaurés car ce sont des films qui ont soit été trop vite oubliés à leur époque, soit complètement ignorés. Et aujourd'hui, on commence à se rendre compte que finalement, ils ont été vachement importants, au moins au regard de ce qui a été fait par la suite. Massacre à la tronçonneuse, mine de rien, c'est le fucking premier vrai slasher de l'histoire. Avec Halloween. Le fait est que Massacre à la tronçonneuse, comme pas mal des films d'exploitation de cette époque, a marqué. Mais objectivement, c'était pas spécialement mieux que Sharknado. Les acteurs jouaient comme des merdes, les caméras étaient des caméras de merde, les budgets étaient des budgets de merde, Toby Hooper et son équipe ont fait comme ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient. Et techniquement, c'était pas glorieux. Ce film, et tant d'autres à son époque, ont été distribués dans des salles de merde, parfois censurés, charcutés par des diffuseurs, parfois même pas distribués ailleurs. Et pourtant, ça leur a pas empêché de laisser une profonde empreinte, et pour certains, de devenir des classiques de leur genre. Aujourd'hui plus encore, avec le retour de cette mode des couleurs vives et fluo, Cyberpunk, Kung Fury, Stranger Things et tutti quanti. Dernièrement, Nanarland a carrément annoncé la future restauration 4K du film Hitman le Cobra. Vous savez, celui dans lequel il y a Philippe qui se cache. Viens ici que je te bute, enculé! Une restauration 4K. Et là, on pourrait pousser la réflexion encore plus loin. Est-ce qu'un film peut devenir un classique du cinéma, même si la raison pour laquelle on le retient n'est pas sa qualité filmique, mais
le fait qu'il soit devenu une œuvre majeure dans la culture populaire. En l'occurrence ici, la culture internet, celle du remix et des mèmes. Je sais où tu te caches. Parce que Hitman le Cobra, c'est certes un film culte, mais ça a aussi influencé tellement de créateurs sur les internets qu'on peut se poser réellement la question de son statut de classique. Alors qui sait, dans 30 ou 40 ans, il serait peut-être au tour de Sharknado d'être restauré en 8K pour la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Passe-moi le popcorn, s'il te plaît. Try to call you every day.